Pourquoi on dit que l'assurance est importante? C'est que ça permet une continuité dans la pratique. Vous faites du stand-up paddle. Vous êtes au bord des Calanques à Marseille. Vous vous rapprochez un peu trop près, votre stand-up paddle, il explose. Et comment je fais pour passer mes 15 prochains jours de vacances au bord de la mer? Si mon produit est assuré, je vais au Décathlon d'à côté. Une fois que j'ai eu mon remboursement, je rachète un nouveau stand-up paddle pour continuer à pratiquer pendant mes vacances. L'usage, il est là en fait. Oui, on achète un produit immatériel, on achète un service immatériel. Et on se dit souvent, j'ai mis 150 € dans une assurance qui m'a pas servi. Si tu en avais eu besoin. En fait, on achète de la sérénité. Avec une assurance, on se sécurise. On sécurise son achat et on sécurise son esprit. Tiens, si j'ai un imprévu, j'ai pas de problème en fait. J'ai pas d'imprévu parce que tout est prévu, je suis assuré. Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, le podcast qui donne la parole aux décideurs de l'écosystème retail et e-commerce. Depuis 2020, avec mon partenaire, l'événement One-to-One Retail e-commerce qui se tient en mars à Monaco, nous tâchons de vous faire partager les visions et les retours d'expérience des leaders de notre secteur. J'ai le plaisir d'être avec Sonia Mamin, directrice de l'événement. Alors bonjour Sonia, peux-tu nous présenter le One-to-One en quelques mots? Bonjour Cyril. Le One-to-One Retail e-commerce réunit depuis 2011 la communauté des décideurs de l'écosystème à Monaco pendant 3 jours et à huis clos. Le concept est simple, ce sont des rendez-vous business entre prestataires de solutions et les C-level, agrémentés de moments de networking. Effectivement, le one-to-one est réellement un rendez-vous incontournable. C'est également des keynotes et des conférences d'exception. Effectivement, nous avons beaucoup de contenu de grande qualité avec des intervenants triés sur le volet pour aborder des sujets d'actualité, donner de l'inspiration et partager des retours d'expérience. Merci Sonia pour cette rapide présentation. Pour en savoir plus, comment doit-on faire? C'est ultra simple. Vous allez directement sur le site internet du One-to-One Monaco ou vous suivez notre page LinkedIn pour en savoir plus. Merci Sonia, à très bientôt à Monaco et d'ici là en audio, toujours sans coupure. Depuis quelques années, on observe une évolution profonde de la manière dont les consommateurs achètent, utilisent et conservent les objets du quotidien. Les équipements deviennent plus techniques, plus coûteux, plus utilisés. Les parcours d'achat se digitalisent, la seconde main progresse, la location s'installe et la réglementation pousse vers davantage de transparence et de réparabilité. Dans ce contexte, une question se pose: comment accompagne-t-on le client au-delà du simple acte d'achat? Ou pour le dire autrement, comment garantit-on une continuité d'usage, une tranquillité, une simplicité, alors que les produits vivent plus longtemps et passent entre plusieurs mains? C'est là que l'assurance produit prend tout son sens, non pas comme une option périphérique, mais comme un service qui répond à des attentes très concrètes: sécuriser l'usage, faciliter la réparation, absorber les imprévus et s'intégrer dans un parcours omnicanal devenu la norme. Pour mieux comprendre cette transformation, j'ai invité 2 acteurs qui travaillent précisément à l'intersection de ces enjeux. Mirelis Ries dirige In-Confidence Insurance chez Onet et Guillaume Trouvé qui dirige Décathlon Insurance. Avec eux, nous allons analyser les grandes tendances qui transforment la consommation, comprendre pourquoi l'assurance produit répond aujourd'hui à un besoin profond et identifier les facteurs clés de succès d'une offre qui doit à la fois s'appuyer sur une connaissance fine du retail et une compréhension précise des usages dans chaque secteur. Mais avant de commencer, Mirelis, peux-tu te présenter en quelques mots? Bien sûr, avec plaisir. Donc, je suis Mirelis Ries, directrice générale des In-Confidence Insurance, une filiale 100% du groupe Onet. On est la factory, en fait, aujourd'hui, de toutes les assurances affinitaires qui sont élaborées, conçues par les équipes du groupe Onet, en collaboration avec les commerciaux, mais surtout en collaboration avec nos clients, nos distributeurs au niveau du retail. Ce qui est important, c'est bien effectivement de préciser que vous faites partie d'Onet. Onet, tout le monde connaît ou tout le monde ne connaît moins. Est-ce qu'en 2 mots, tu peux nous dire qui est cet acteur? Alors, on appartient au groupe Onet, qui est une banque aujourd'hui spécialisée dans les financements. Et elle a aussi une gamme de produits très large qui va de financement
jusqu'à la détection de la fraude et les assurances, aussi bien au niveau du crédit que de l'affinitaire pour accompagner nos retailers à bien accompagner leurs clients finaux quand ils achètent un bien avec aussi bien les financements que les assurances et la détection de la fraude. Merci de cette précision. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à écouter l'épisode avec Corinne Auchard, il y a quelques années, qui est venue nous raconter toute la vie de Honnet. Insurance, tu le dis, il y a une chose qui est importante, c'est connaître le retail. Ça, Absolument. en fait, c'est ce qui fait votre singularité aussi, c'est l'histoire donnée dans le retail qui vous permet probablement d'affiner cette connaissance Absolument. du secteur. En fait, ça fait partie de notre ADN parce que Honnet a été créé par Auchan et Auchan appartient au milieu de la famille Moulier. Donc, on est en étroite collaboration avec tous ces milieux-là. Et on a été aussi racheté en partie par les groupes BPCE. Donc, aujourd'hui, Honnet, il est à l'intersection de la distribution, de la partie retail et de la banque. Merci pour ces précisions, Mirelis. Guillaume, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots également et nous dire un peu plus d'informations que ce que j'ai fait dans cette courte introduction? Oui, bonjour Cyril. Donc moi c'est Guillaume, j'ai 45 ans. Je suis leader de Decathlon Assurance depuis 3 ans maintenant, mais j'ai commencé ma carrière chez Decathlon il y a 19 ans. Donc on parlait de connaissance du retail, j'ai passé 8 ans en magasin sur 4 magasins différents. Et depuis 11 ans, je suis arrivé dans les services à Lille, où j'ai travaillé à la fois en direction commerciale pour la France, en sport. Et donc, depuis 3 ans, j'ai la chance de diriger cette branche du groupe Decathlon, qui est une filiale du groupe Decathlon, depuis maintenant 3 ans. Decathlon, tout le monde connaît, c'est la marque préférée des Français, c'est la mienne en tout cas. Et est-ce que tu peux nous apporter un peu plus de précision sur le rôle de Decathlon Insurance? Pourquoi il y a cette filiale-là? Alors, notre rôle, il est très simple, c'est d'accompagner les produits que l'on vend à nos clients. Pour faire simple, aujourd'hui, quand vous achetez un vélo, par exemple, je suis vélo-taffeur, donc je viens au travail à vélo, il y a des risques. Le vélo, on peut avoir un accident pour le vélo, donc l'objectif, c'est bien de protéger son achat et de protéger son bien. Donc tu parlais de réparabilité tout à l'heure dans ton introduction. Nous, on accompagne aussi tout ça grâce à Decathlon Assurance, donc on favorise la réparabilité. On accompagne aussi les nouveaux modes de consommation qu'on est en train de développer chez Decathlon, qui sont la seconde vie et en particulier aussi la location. Merci pour cette présentation et la transition est toute trouvée. Mirelis, je te redonne la parole. Finalement, quand on doit faire une analyse de l'évolution de la consommation aujourd'hui, Guillaume le soulignait en introduction, je parlais de ces évolutions justement vers plus de services. On peut parler d'évolution expérientielle, servicielle. Quel regard portes-tu sur tout ça ? Bon, tout d'abord, peut-être 2 mots sur l'assurance affinitaire, de façon très simple, parce qu'il y a les concepts qui est un peu complexes à comprendre, mais moi, je dirais que l'assurance affinitaire, c'est une assurance marketing, tout simplement, et c'est une assurance qui est conçue pour accompagner, en tout cas, un produit qui est vendu. Donc, l'assurance, elle est en lien avec ces produits-là, et on va chercher, dans la conception, surtout les usages aujourd'hui. Au début, l'assurance affinitaire, c'était plutôt, on pensait aux produits, qu'est-ce qu'on peut attacher aux produits. Là, aujourd'hui, on pense aux consommateurs. Qu'est-ce qu'ils veulent les consommateurs ? Comment il veut acheter ses produits, de quoi il a besoin, quelles sont ses attentes, son parcours, ses modes de consommation, tout simplement. Et c'est comme ça qu'on conçoit aujourd'hui les produits d'assurance affinitaire. Et justement, qu'est-ce que tu observes dans ces évolutions ? Alors déjà, il y a beaucoup plus de rapidité, de simplicité. Aujourd'hui, on veut acheter un produit et si on a une assurance, on veut pouvoir l'utiliser tout de suite. On ne veut pas attendre, on ne veut pas qu'on nous demande des pièces, des compléments d'information. On veut avoir les services tout de suite. Il y a aussi une responsabilité sociétale qui s'installe de plus en plus, surtout chez les jeunes. Donc, ils veulent avoir et travailler ou en tout cas au consommer auprès des partenaires qui sont aussi engagés et qui vont aussi essayer en tout cas de faire durer ces produits-là via la réparation, via le recyclage, via des nouvelles règles pour pouvoir avoir des tendances un peu plus écologiques dans la société. Oui, effectivement, Guillaume, la durée de vie des produits aujourd'hui n'est plus la même. C'est quoi ta vision un peu de cette consommation qui évolue ? On n'est plus sur une économie de consommation, on est sur une économie d'usage. On le développe de plus en plus. Et notre rôle chez Decathlon, c'est d'accompagner cette transition d'une économie de consommation, d'appartenance à une économie d'usage. C'est pour ça qu'on est très engagé aussi avec nos copains, on dit bien nos copains du service location chez Decathlon, qui développent dans beaucoup de pays, de plus en plus de pays, la démocratisation de la location. Et pourquoi finalement la durée de vie d'un produit, elle devient de plus en plus centrale ?
C'est central. Et- C'est central. Et Decathlon est très engagé dans le développement de la durée de vie des produits. Donc, de la conception des produits jusqu'à les stratégies servicielles qu'on met en place sur la seconde vie, sur la location, sur la réparabilité, vont dans le sens d'augmenter la durée de vie de nos produits. Quand on parle finalement d'évolution de la consommation, des consommateurs, des besoins des consommateurs, avec, on le voit, hein, tu le soulignes, de plus en plus de services, la location, la réparabilité, la seconde vie. Et là-dedans, l'assurance, évidemment, on va revenir longuement tout à l'heure. Est-ce que la réglementation, les évolutions réglementaires jouent un rôle pour accompagner ces évolutions de marché ? Alors, je dirais que la première chose de la réglementation qui est très intéressante et qui est vraiment très exigeant aujourd'hui, c'est la transparence. Avant, on faisait des produits d'assurance, on cherchait plutôt la rémunération. Aujourd'hui, on cherche la satisfaction du client. Et ça, c'est très important. Et les clients, ils veulent aussi connaître avec qui ils travaillent et qui gagne quoi dans cette affaire. Donc, la transparence de la rémunération des intermédiaires, la transparence des parcours, la transparence de tous les chemins, en fait, sur tous les chemins de la distribution, on doit connaître qui fait quoi et pourquoi. Donc ça, c'est très important. Et aujourd'hui, les vrais focus au niveau de la réglementation, c'est aussi la valeur client. Il faut que les produits d'assurance aient une vraie valeur client. Côté retail, côté vente, comment tu perçois ces évolutions réglementaires ? En fait, quand je pose la question, je pense aussi à l'aspect obligation qu'il y a de bilan carbone, tu vois, les entreprises qui doivent de plus en plus... elles sont de plus en plus contraintes, en fait. Ça fait avancer les choses. Alors, il y a deux sujets dans ta question, Cyril. Il y a le sujet du groupe Decathlon au global qui est engagé vers une transition écologique très forte depuis des années, comme je viens d'évoquer, avec le développement de la réparabilité, de la location, de la seconde vie. Et en tout cas, nous, on a un rôle à jouer aussi là-dedans. Mais pour revenir sur la réglementation, pour compléter ce que disait Myrilis, moi, je découvre le milieu de l'assurance depuis 3 ans. Et on a une autorité de régulation qui s'appelle la CPR, qui est contraignante. On va pas se mentir, qui est contraignante. Mais, comme je dis souvent à mes équipes, et ils connaissent très bien cette phrase-là, ils vont rigoler quand ils vont l'entendre, mais contrainte égale opportunité. C'est-à-dire que plus on sera transparent, plus on sera clair sur les avantages que le produit d'assurance offre à nos clients, plus on sera transparent aussi dans ce qu'on peut lui apporter par derrière, plus on ira vers on arrêtera le assureur égale voleur. Ça, c'est encore quelque chose qui est un petit peu... Moi, c'est quelque chose qui m'a marqué quand je suis arrivé sur ce poste, sur ce métier-là. C'est, ouais, mais aujourd'hui, t'es un voleur. Tu travailles dans les assurances, t'es un voleur. Non, je suis pas un voleur. Moi, pour bien comprendre ce que je dis à chaque fois que j'interviens sur le sujet, j'ai un ancien partenaire assureur qui m'avait dit, Guillaume, pour bien comprendre l'intérêt d'une assurance, c'est de se poser la question, si aujourd'hui tu as un vélo qui coûte 1 500 €, si demain tu le casses ou que tu te le fais voler, est-ce que tu as les moyens de te le racheter ? Si tu as une assurance, nous, on t'offre la possibilité de pouvoir te rééquiper, de pouvoir continuer ta pratique sportive, de pouvoir continuer à aller au travail à vélo. Donc, c'est ça qui est hyper important. Nous, ce qu'on donne, c'est ce à quoi on est très attaché, c'est de bien sûr respecter la réglementation. Et je pense que de respecter la réglementation va aller dans le sens d'arrêter d'avoir cette image de l'assureur qui est un voleur. Nous, on se bat pour ça. Alors, je me permets quand même d'intervenir parce que, en fait, dans tous les programmes que j'ai gérés, et maintenant ça fait plus de 10 ans que je travaille dans l'assurance affinitaire, j'ai vu des assureurs perdre beaucoup d'argent. Donc, en fait, cette image de l'assureur voleur, elle est complètement fausse. Et aujourd'hui, on se bat pour que les contrats, il y ait un équilibre. En fait, tout le monde y gagne. Et effectivement, il a la valeur client, mais il faut que tout travail mérite rémunération. Donc, il faut que tout le monde gagne correctement sa vie. Et quand on dit transparence vis-à-vis du client final, c'est un mot qui, pour moi, en tout cas pour moi et les équipes et les partenaires, est très important parce que c'est aussi la transparence entre nous. On s'est dit tout. Quand il y a des choses qui ne vont pas, quand il y a des parcours qui ne marchent pas, quand il y a un produit qui ne marche pas, parce qu'il y a des produits aussi qui perdent de l'argent, quand il y a des produits qui n'ont pas de valeur client, il faut corriger, il faut se les dire, il faut s'asseoir autour de la table, il faut discuter et il faut trouver des solutions. On va revenir plus précisément pour répondre à la question, mais pourquoi l'assurance produit finalement répond aux besoins des consommateurs ? C'est ça le centre de la question. Cette sensation, ce cliché, c'est ce que vous venez de décrire, assureur-voleur, est-ce qu'elle s'explique en partie par l'idée que finalement, tous les mois, j'ai donné un peu d'argent contre rien
et que le consommateur ne mesure pas finalement que le jour où le vélo est volé, par exemple, et qu'il peut récupérer une somme d'argent qui lui permettra de racheter un vélo et continuer sa pratique sportive ou retourner travailler à vélo, il va vite oublier finalement toutes les petites dépenses qu'il a eues. Est-ce que c'est ça ou pas ? En fait, si je vous pose la question, c'est que en tant que consommateur, je me suis fait cette réflexion-là le jour où ma voiture a été accidentée, où tous les mois, je trouve que c'est cher, et le jour où elle a été accidentée, j'ai vu la facture de milliers d'euros qui a été payée par l'assurance. Je dis, je suis content. Ça sert à quelque chose. Ça sert à quelque chose. Est-ce que c'est un peu ça ? C'est complètement ça. C'est complètement ça, c'est comment on arrive à faire comprendre à nos clients et en premier lieu aussi à nos collaborateurs aussi qui ne comprennent pas forcément tout le temps l'intérêt de l'assurance ou de proposer l'assurance, pas pour eux, mais pour leurs clients, pour accompagner l'achat qu'ils viennent de faire, le conseil qu'ils viennent de faire. Moi, j'ai été en magasin, de vendre un vélo, c'est super gratifiant, on est content d'avoir fait plaisir au client. Mais comment je vais plus loin ? Comment je lui fais plaisir plus loin ? C'est-à-dire comment je lui apporte du service supplémentaire. Je lui dis, vous avez une pratique à risque peut-être sur votre vélo, vous faites du VTT ? Vous pouvez avoir un accident. Donc moi, si j'étais vous, je prendrais l'assurance complémentaire. Ça coûte X euros par mois, mais par contre, si vous avez un problème, après, derrière, votre vélo, il est complètement remboursé par l'assureur. Donc c'est ce mindset qu'on essaie de faire changer. Moi, c'est pour ça que moi, je viens avec ma casquette de retailer. Comme je l'ai dit, je suis un newcomer aussi dans le milieu des assurances. Et je viens aussi avec cette casquette-là en disant, il faut qu'on fasse changer les mentalités. C'est pour ça d'être le plus transparent possible, d'être le plus explicite possible. Et ça passe par la simplicité aussi de nos offres aussi qu'on est en train de construire avec ICI. Oui, tu veux ajouter, Myrialis ? Oui, par rapport à l'image assureur-voleur, je pense qu'on ne communique pas assez sur le fait que l'assurance, c'est la mutualisation. Donc forcément, il y a des clients qui payent, qui ne l'utilisent pas. Mais quand effectivement, il y a un problème, un souci, un accident, l'assurance est là, parce que c'est grâce à la contribution de tous qu'on peut payer les sinistres des quelques-uns. Donc c'est cet équilibre-là entre mutualisation et collaboration pour pouvoir avoir assez d'argent pour payer les moments de sinistre. Mais j'aime bien ce que tu as précisé tout à l'heure, Myrialis, qui est finalement l'idée de transparence. C'est-à-dire, quand on va souscrire à une offre d'assurance, ne pas avoir à lire les petites lignes où il y a des détails qui sont cachés. Des exclusions. Où finalement, comme quand on a l'assurance vol, quand on achète un vol pour partir en vacances, où globalement, faut qu'il y ait une astéroïde qui nous tombe sur le coin de la tête pour qu'elle puisse fonctionner. J'exagère. Mais il peut y avoir ce genre de choses. Effectivement, c'est quelque chose d'important. Est-ce qu'avant d'aller plus loin, est-ce qu'il y a une évolution générationnelle par rapport aux usages de services de façon globale et de l'assurance en particulier ? Est-ce que les jeunes générations sont plus enclines à souscrire à ce genre de produit ou pas ? Est-ce que finalement les gens de ma génération, on est plus frileux parce qu'on n'a jamais associé l'achat d'un produit en magasin avec une assurance ? Et est-ce que finalement les plus jeunes générations sont plus à l'aise avec ça ? Est-ce que oui ou non, il y a des différences générationnelles ? Oui, je pense que oui. Je peux me permettre de répondre. Oui, je pense que oui. D'ailleurs, il y a une étude qui est sortie il n'y a pas très longtemps, qui a été commandée par la FCDOSA, qui est l'Association des assurances affinitaires, qui les démontre. Aujourd'hui, les jeunes, il y a à peu près 70-80% qui est très enclin à des produits associés à un bien, aussi bien des garanties d'assurance que des services. Et la France encore est un petit peu en retard par rapport à l'Europe. En Europe, cette tendance est encore plus forte. Et on le voit surtout au Royaume-Uni et en Allemagne. Ce sont les pays les plus en avance par rapport à ça et aux jeunes. Ok, donc on a une évolution. Et côté Decathlon, vous observez ça ou c'est plus difficile et plus lié peut-être à une pratique de sport ? C'est très lié à une pratique. C'est très lié à une pratique et à un montant d'achat. On le voit, nous, en particulier sur le vélo, on assure beaucoup plus facilement des produits qui sont un peu plus chers que la moyenne des produits que l'on vend d'habitude. Donc, c'est pas forcément une histoire générationnelle, je pense que toutes les générations, mais c'est en fonction de l'utilisation du produit que vous avez acheté et de l'utilisation que vous voulez en avoir. C'est surtout ça. Par exemple, sur le vol, on constate que dans les grandes métropoles, il y a beaucoup plus d'adhésion sur le produit vol que dans des petites villes ou dans des villes plutôt qu'au niveau de la campagne. Donc ça, et en particulier sur les utilisations, sur le véloroute, on sait très bien que les aficionados du véloroute dorment quasiment avec leur vélo dans leur chambre. Donc le vol, il est très peu utilisé. Par contre, l'assurance casse est systématiquement prise.
Ouais, c'est intéressant. Et pour aller un peu plus loin, Guillaume, sur justement, concrètement, comment fonctionne l'assurance chez un retailer comme Decathlon, tu as parlé du vélo et on va aller un peu plus loin parce que là, on vient de comprendre deux notions intéressantes. C'est-à-dire que tu peux assurer contre le vol, mais tu peux assurer contre la casse. Et puis, tu peux, j'imagine, mettre un curseur plus fort sur l'un ou sur l'autre ou choisir l'une ou l'autre des options. Quels sont les autres sports qui fonctionnent bien avec l'assurance? Parce que le vélo, ça paraît tellement évident finalement parce que on est beaucoup à l'utiliser, à pratiquer le vélo de plus en plus, en tout cas. Il y en a certains qui vont au ski. Est-ce que les skis, ça fonctionne? Bref, est-ce que tu peux nous dire jusqu'où ça va? Est-ce qu'on est jusqu'à la paire de bottes contre la pluie? Bon, alors on est capable d'assurer tous les produits qui permettent de faire du sport. On assure à la fois du vélo, on en a parlé, on assure aussi les trottinettes électriques, donc tout ce qui est lié à la mobilité, ça fonctionne plutôt très bien, parce qu'on est, encore une fois, ce que je te disais tout à l'heure, on parlait de vélo taf tout à l'heure, mais tout ce qui est mobilité, ça fonctionne très bien. Il y a aussi des produits que tu utilises pour jouer, les raquettes de paddle, par exemple, les raquettes de tennis, les trampolines, les masques, on assure même des masques de plongée, les fameux masques EasyBreath, on en assure pas mal aussi, les tentes, tout ce qui présente un risque dans l'utilisation, on est capable de l'assurer. Et tout ce qui, nous, en fait, comment on vend l'assurance, entre guillemets, pourquoi on dit que l'assurance est importante, c'est que ça permet une continuité dans la pratique. Vous faites du stand-up paddle. Vous êtes au bord des Calanques à Marseille, vous vous rapprochez un peu trop près, votre stand-up paddle, il explose. Et comment je fais pour passer mes 15 prochains jours de vacances au bord de la mer? Si j'avais prévu de faire du stand-up paddle, si mon produit est assuré, je vais au Décathlon d'à côté et je me fais, une fois que j'ai eu mon remboursement, je rachète un nouveau stand-up paddle pour continuer à pratiquer pendant mes vacances. Donc l'usage, il est là en fait. Et je vais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est oui, on a l'impression d'acheter un produit immatériel. Enfin, on achète un produit immatériel, on achète un service immatériel. Et on se dit souvent, ah ouais, mais putain, je l'ai pas utilisé. Attends, j'ai mis 150 € dans une assurance qui m'a pas servi. Ouais, mais si tu en avais eu besoin. En fait, on achète de la sérénité. Avec une assurance, on se sécurise. On sécurise son achat et on sécurise son esprit. Parce que j'ai dit, tiens, si j'ai un imprévu, j'ai pas de problème en fait. J'ai pas d'imprévu parce que tout est prévu, je suis assuré. Il y a un de nos collègues distributeurs qui joue très très bien là. Si on peut en parler 2 secondes, mais je pense que nos amis de chez Boulanger ont très bien compris aussi l'intérêt aussi de jouer le service en plus du produit. Ça, c'est hyper important. Il est hyper facile à comprendre puisqu'on a tous subi les pannes dans l'électroménager. Ouais, et là aussi, je peux me permettre, des fois on me dit, mais pourquoi on n'assure pas plus de produits chez Decathlon alors qu'on le voit très bien, ça fonctionne très bien sur l'électroménager et compagnie. Je dis, mais c'est pas une histoire de prix. Parce qu'un frigo, ça coûte moins cher qu'un vélo maintenant. Donc pourquoi on assure son frigo alors qu'on n'assure pas son vélo? Tu vois, il y a des notions aussi à comprendre aussi, des fois, qui sont pas simples. Et comment, en fait, fonctionne Decathlon par rapport à l'assurance? Est-ce que c'est, tous les produits qui sont éligibles et le client qui décide, ça, je voudrais l'assurer, combien ça coûte? Ou alors, c'est une démarche inverse, vous avez fait une sélection de produits pour lesquels vous êtes prêt à faire jouer l'assurance? C'est un peu des deux. En fait, nous, on est parti du principe en disant, qu'est-ce qui peut s'assurer? Qu'est-ce qui est vraiment utile dans la pratique? Qu'est-ce qui présente un risque de casse et pas forcément que de l'usure? Par exemple, les chaussures, il y a peu de risque de casse, donc on va pas l'assurer, c'est que de l'usure. Par contre, vous faites de la pêche, votre canne à pêche, elle peut se casser facilement, donc là, on peut l'assurer. Vous partez au ski, tu parlais des skis tout à l'heure, on va arriver sur la saison. Si je prends une pierre, j'avais pas vu, et je prends une pierre, mon ski, il est un peu inutilisable, donc je peux l'assurer aussi contre ces risques-là. Donc on est parti du postulat en disant, qu'est-ce qui empêche la continuité de pratique? Et donc, à partir de ce postulat-là, on a dit, le vélo, ça s'assure. J'ai besoin de mon vélo pour continuer à pratiquer ou pour me déplacer. J'ai besoin de ma raquette de tennis pour continuer à jouer tous les samedis avec mon copain ou avec mon fils, et ainsi de suite. Donc, on a déroulé la bobine. Et on a construit des produits en partenariat avec Oné aussi pour permettre à nos clients de s'assurer sur ces risques-là. Et ensuite, pour compléter tes propos, quand on choisit déjà les produits dont on a besoin d'assurer ou ajouter un service, un complément, on va venir étudier au niveau économique, on va étudier
quel prix est les plus adaptés. On va faire de la co-conception, en fait. On va étudier les parcours, comment on va les distribuer, comment on va gérer les sinistres, quels sont les partenaires. On va voir aussi au niveau du coût des réparations, le coût des remplacements, en fonction de la typologie des biens et du prix du bien. Et on va faire des analyses actuarielles pour déterminer les prix les plus adaptés qui permettent de les vendre, mais qui permettent aussi de sortir un programme rentable. Et ça, c'est un facteur clé de succès, hein, ce que tu dis. Avant qu'on y revienne dessus, pour rester sur le cas d'usage, prenons le vélo, on est resté sur le vélo. Dans l'option, quelles sont les options que je choisis au moment où j'achète mon vélo? J'ai devant moi un vélo à 1 000 €, c'est déjà un beau vélo. Qu'est-ce que le vendeur va pouvoir me proposer en matière d'options d'assurance sur ce vélo? Très simple. Soit une option casse, soit une option casse et vol. D'accord. Voilà. Et le prix qui va être proposé, globalement, pour voir qu'on ait une idée, c'est combien? Ça dépend de la nature, ça dépend du produit, ça dépend de la valeur du produit, et ça dépend si vous voulez souscrire de manière en one-shot, ce qu'on appelle en one-shot, c'est-à-dire pour une durée d'1 an ou 2 ans en fonction de la formule, ou si vous voulez prendre une formule par abonnement, c'est-à-dire payer tous les mois et être assuré tous les mois, payer tous les mois et continuer à être assuré tant que vous réglez votre prime d'assurance. Donc ça peut, moi je vais prendre l'exemple, moi j'ai un vélo qui valait 1 800 €, je paye pour l'assurance casse, je paye 5 € par mois. Ok, Voilà. merci, c'est important de donner une idée du montant. Est-ce que ce montant est aussi dépendant de la zone géographique dans laquelle on se trouve? Non. Ok. Non. Non, pas aujourd'hui. Ça pourrait être intéressant, mais c'est complexe à gérer. C'est complexe à gérer. Justement, cette complexité, je reviens vers toi, Mirelis, parce que s'il y a quelque chose qui est important, c'est cette connaissance du retail au global. Et évidemment, il faut co-construire quelque chose avec un spécialiste pour l'adapter, l'affiner, être plus pertinent dans l'offre qui est CTP pour quelqu'un comme Decathlon. Mais de façon globale, dans le retail, quelles sont les notions qui sont importantes à connaître quand on réfléchit à l'assurance produit? On a commencé à en évoquer quelques-unes. Est-ce que tu peux aller un peu plus loin? Et la data est clé. Oui, en fait, c'est pour ça qu'on appelle des co-conceptions. La conception, c'est l'assureur qui le fait en général, mais on parle des co-conceptions parce qu'on a besoin de connaître aussi les habitudes des consommateurs et les caractéristiques du bien qui est vendu. Parce qu'en fait, on ne peut pas faire un produit qui marche chez Decathlon pour un vélo n'est pas forcément les mêmes qui va marcher pour un autre distributeur qui fait aussi du vélo. Parce que ce n'est pas la même clientèle, parce que ce n'est pas forcément les mêmes produits, parce que ce n'est pas forcément les mêmes parcours de distribution et parce que ce n'est pas forcément les mêmes pays. Attention, l'assurance, il y a, je dirais, une dose très très forte des réglementations. Il faut connaître la réglementation aussi locale. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi avec l'assurance. Il faut vraiment connaître du produit, les parcours, la clientèle, mais aussi les règles en vigueur dans chaque pays pour pouvoir concevoir un produit d'assurance. Et quand on a conçu un produit d'assurance, comment on mesure finalement que ce produit s'il est pertinent? Ouais. Alors, les premiers indicateurs, ça va être les taux d'attachement. Est-ce que finalement ça se vend? Parce que s'il ne se vend pas, il y a un sujet. Soit le produit n'est pas pertinent, soit le parcours n'est pas pertinent, soit il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc je dirais que les premiers indicateurs, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, c'est les taux d'attache. C'est déjà si on ne vend pas... Le taux d'attache. Oui, alors c'est un peu de l'argot, on va dire. En gros, pour faire simple, c'est sur 100 vélos que j'ai vendus, combien ont été assurés? Ok. C'est le taux de pénétration. Nous, c'est un KPI, c'est un indicateur qu'on suit beaucoup. Pour connaître l'appétence et puis même en interrogeant aussi nos collaborateurs en magasin pour voir qu'est-ce qui leur manque pour être plus performants, pour être plus à l'aise aussi. Parce que c'est un sujet aussi. De vendre une assurance, on en revenait tout à l'heure, mais de vendre une assurance, de proposer une assurance, c'est quand même un sujet parce qu'il faut se sentir à l'aise de le proposer. C'était exactement ce sur quoi je voulais t'emmener après que Mirelis est fini. On y revient. Mirelis, donc c'est quoi donc il y a les taux d'attachement. Donc ça, c'est les premiers indicateurs parce que déjà, il faut les vendre. Si ça ne se vend pas, on ne va pas analyser la rentabilité parce que ça ne sert à rien, il n'y a pas de ventes. Donc c'est les volumes des ventes. Et ensuite, on va rentrer plutôt dans la performance du produit. Est-ce qu'avec le nombre de ventes, est-ce qu'il y a des sinistres? Parce qu'en fait, est-ce que les clients l'utilisent? Et s'ils l'utilisent, dans quelle mesure ils l'utilisent? Il ne faut pas non plus... Enfin, s'il y a 0 sinistre, ça ne sert à rien, parce que ça veut dire que le produit n'est pas utilisé, et ça, c'est pas bon du tout. Et puis, tu as la CPR qui va dire, votre produit n'est pas bon. Et derrière, on va voir les autorités du marché qui vont venir nous dire, ça ne va pas. Et ensuite... Pourquoi? Pardon, je te coupe, parce qu'ils vont dire, mais attends, là, tu es en train de
vendre une assurance Qui à un ne sert à produit rien. qui ça sert à rien. Exactement. Et donc, c'est de la vente forcée. Et On en revient au sujet de tout à l'heure, donc la transparence vis-à-vis du client et puis l'intérêt pour le client d'avoir ce type de produit. La valeur client. En fait, si on fait un produit et les clients payent quelque chose, il faut que ça sert à quelque chose. Donc, même s'il y en a certains qui vont dire ça ne servait à rien, il y en a d'autres qui vont l'utiliser. Donc, on va regarder au global, est-ce que les produits aujourd'hui servent à quelqu'un ? Il y a quel niveau des pourcentages ? Il ne faut pas que ça soit 2-3% parce que c'est pas bon. Il faut aujourd'hui, les standards, c'est autour des 20-30% des valeurs clients dans un produit d'assurance. Et ensuite, il ne faut pas non plus que ça soit trop, parce que si c'est trop, du coup, l'assureur n'est pas rentable parce qu'il va falloir payer plus des sinistres que des primes encaissées. Donc c'est vraiment une équation. J'ai dit à chaque fois, c'est une équation dans laquelle il faut trouver un équilibre pour que tout le monde trouve son compte. Là-dessus, tu as des dashboards qui permettent en temps réel quasiment de voir les performances des produits d'assurance les uns par rapport aux autres. En fait, il y a plusieurs intervenants dans l'équation. Il y a les distributeurs, bien sûr, qui sans lui, nous n'existerons pas. Il y a l'assureur, bien sûr, aussi, qui prend les risques, mais il y a aussi des partenaires intermédiaires. Ce sont les courtiers gestionnaires qui vont nous aider à gérer et à piloter ces programmes-là. On a aussi les réparateurs derrière qui vont réparer en cas des biens, quand on assure la casse, en tout cas, ou la panne, qui vont venir intervenir pour réparer ces biens-là. Et donc, tout ça, c'est des remontées, des flux et IT avec toutes les remontées pour construire ces dashboards qui nous permettent de suivre la performance du programme. Très intéressant d'avoir ce détail-là. Et Guillaume, justement, tu commençais à parler de la vente. Quand on est un conseiller en magasin chez Decathlon, on va avoir des spécialités dans les sports qu'on va conseiller. Restant sur le vélo, donc a priori, le conseiller du rayon vélo est lui-même pratiquant et sait de quoi il parle. Et lui, ce qu'il aime, c'est le produit. Exactement. Et il veut convaincre finalement le client qui se trouve en face de lui que tel produit va correspondre à la pratique de ce client-là. Comment on arrive à le convaincre, lui, que le produit d'assurance qui vient compléter le produit physique, le vélo, a un intérêt pour le client? Tu l'as très bien dit, ce qu'il aime, c'est le produit. Et c'est le collaborateur Decathlon, le vendeur qui est dans les magasins, c'est un passionné de produits, c'est un passionné de sport. Et s'il aime le sport et s'il aime son client, il va lui proposer aussi les services associés qui vont permettre à son client de profiter pleinement de son produit. Donc c'est sur ça que l'on joue aussi vis-à-vis de nos collaborateurs qui sont en magasin. On leur propose aussi tout un parcours de formation pour être beaucoup plus à l'aise et pour aussi comprendre l'assurance, comment ça fonctionne, les processus qu'il y a derrière. Qu'est-ce qui se passe quand il y a un sinistre? Comment le client est indemnisé? Sur quel délai? Toutes ces choses-là, on forme aussi nos collaborateurs pour être beaucoup plus à l'aise vis-à-vis du client. Comment vous mesurez, vous, sur le terrain, finalement, les performances, peut-être pas d'assurance, mais de vente de produits d'assurance? Bon, là, comme on disait, nous, on a construit des dashboards aussi qui nous permettent d'avoir la remontée en temps réel sur chaque produit. Et chez Decathlon, on est très en avance, on a toujours été très en avance. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé il y a pas loin de 20 ans, on avait en temps réel les ventes qu'on faisait en magasin. C'était waouh! Quand tu regardais sur un autre distributeur, ça se faisait pas. Certains étaient obligés d'attendre la fin de la semaine pour savoir quel était le volume de chiffre d'affaires. Nous, toutes les 5 minutes, on avait une remontée de chiffres qui nous permettait de dire où est-ce qu'on était en termes de chiffre d'affaires. Et sur les assurances, sur les produits d'assurance, c'est exactement la même chose. On a en temps réel les ventes que l'on réalise dans les magasins sur l'ensemble des pays, sur les 5 pays sur lesquels on est présent. Comment ça se passe, la vente d'une assurance en magasin? Parce que moi, j'aime bien être très concret. Est-ce que le vendeur, il a son PDA avec le produit et puis derrière, rempli, ça passe à la caisse comme un autre produit? Comment ça fonctionne? Alors, c'est tout l'enjeu, c'est de construire des parcours qui soient le plus simple possible, tout en respectant, encore une fois, la réglementation. Absolument. Donc là, voilà, c'est ça. Donc nous, on est très à cheval aussi pour respecter la réglementation. Donc comment ça se passe? Donc nous, on a ce qu'on appelle des flyers sur lesquels il y a des codes d'assurance qui sont associés à des tranches de produits. Je regarde Erin là qui est ici, qui s'amuse à les faire, qui s'amuse à les co-construire aussi, ces petits flyers là. Donc le client, le collaborateur conseille un vélo. Et il dit, si vous voulez assurance casse, il faut biper tel code quand vous passez en caisse. Pourquoi on a des flyers? Parce que sur ces flyers-là, il y a toutes les conditions générales qui sont obligatoires à donner avant l'achat au client. Et là, le vendeur, il le fait de vive voix avant ou pas?
Ah, il lui donne le client. Non, mais il lui redit les conditions. Alors, il peut pas lire. Sans aller jusque lire les petites lignes. Parce que si vous avez un problème pour endormir vos enfants le soir, vous savez qu'il y a lire des conditions générales, ça peut être intéressant. Ce que je veux dire par là, tu comprends, il y a la transparence dont on parlait tout à l'heure. Est-ce que déjà le vendeur vient un petit peu cadrer il vient cadrer. Alors, il vient cadrer sur les avantages que ça peut apporter, sur le parcours de déclaration. C'est surtout ça qui intéresse nos clients. Quand on interroge nos clients sur ce qui les intéresse, c'est le prix. Qu'est-ce qui est couvert? Qu'est-ce qui est exclu? Comment je fais pour déclarer un sinistre? Okay. Voilà. C'est pour ça aussi que dans la réglementation, alors il y a des choses qui sont contraignantes, on va pas se mentir, mais des choses qui sont bien faites. Il y a ce qu'on appelle une fiche IPID, Absolument. qui est un résumé aussi des garanties et des exclusions. Donc nous, on se base aussi sur ce résumé-là, qui est un résumé plus qu'exhaustif aussi sur ce qui est garanti, sur ce qui est exclu. Donc nous, on se base sur ces résumés-là pour aussi dire à nos clients, à nos collaborateurs, basez-vous sur ce qui est noté ici pour conseiller vos clients. Est-ce qu'il y a une différence de parcours online, offline pour la souscription à l'assurance? Est-ce que c'est finalement parfaitement intégré l'un comme l'autre? Alors c'est en cours d'être intégré. Alors sur le online, on a développé en particulier sur decathlon.fr, quand vous avez un produit qui est éligible, quand vous mettez un produit éligible au panier, il y a tout de suite une petite pop-up d'assurance qui vous propose d'assurer le produit ou pas. Donc ça, c'est plutôt bien et on est en train de développer cette feature, ce développement-là sur l'ensemble de nos sites, sur les pays sur lesquels on est déjà présent. Donc Espagne, Italie, Portugal, Belgique et voilà, je n'ai pas oublié. Pays-Bas bientôt. Pays-Bas bientôt, j'espère la Slovaquie, l'Allemagne bientôt aussi. On espère se développer aussi sur ces pays-là. C'est finalement assez amusant de constater que cette offre de service pourrait sembler plus facile à déployer online qu'offline. C'est le cas. Et finalement, vous avez choisi de faire l'inverse. Alors, oui, parce qu'on a développé ça il y a longtemps. Donc là, le online est venu après qu'on ait commencé à déployer aussi. Vous savez, Decathlon Assurance, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais c'est une filiale de courtage. Donc nous, on est aussi enregistré à l'ORIAS. Donc on est enregistré à l'ORIAS, on a le rôle d'un courtier depuis 17 ans. Donc il y a 17 ans, le e-commerce n'existait pas. Pas beaucoup. Ouais, très très peu. Moi, j'étais encore en magasin quand on avait les petits balbutiements de decathlon.com à l'époque et qui s'est transformé en .fr. Donc, je l'ai vécu quand j'étais directeur de magasin. Donc, ça fait pas si longtemps que ça. Et donc, au final, le e-commerce s'est développé au fur et à mesure. Donc, bien sûr, maintenant, quand on développe quelque chose et quand on veut lancer un pays, on pense en priorité, on commencera par le online. Ça, c'est une certitude. Et on a aussi sorti il n'y a pas très longtemps decathlon-insurance.com, qui est une plateforme de souscription à un abonnement mensuel. C'est-à-dire qu'au lieu de payer one shot quand vous arrivez en magasin ou quand vous êtes sur decathlon.fr, votre assurance, vous la payez one shot pour une durée d'1 an ou 2 ans. Avec decathlon-insurance.com, vous avez la possibilité sur le vélo de choisir un abonnement casse ou casse et vol mensuellement. Donc, ce qui apporte beaucoup plus de flexibilité. On a écouté nos collaborateurs, on a écouté nos clients aussi, qui nous ont remonté, c'est vous n'avez pas d'abonnement mensuel, c'est pas très flexible. Pour en revenir aussi à la nouvelle génération, c'est ce qu'ils nous demandent, de la flexibilité. Donc là, on a écouté nos clients, ce qu'on fait d'habitude chez Decathlon. Donc là, pour un produit d'assurance, on a fait comme sur un produit de basket, de volley ou d'autres sports. En fait, ce qui est important à signaler aussi, c'est que les produits qu'on a conçus ensemble, au-delà d'être distribués dans plusieurs pays, par plusieurs canaux, il va couvrir aussi toutes les attentes. En fait, on peut payer one shot, on peut payer en plusieurs fois, on peut l'acheter en optionnel, mais on peut aussi être intégré dans la partie location. Et donc, en fait, on essaie de couvrir toutes les attentes des consommateurs. C'est important ce que tu dis, c'est-à-dire qu'on peut louer un vélo tout en souscrivant aussi à l'option d'assurance. Alors, non, c'est inclus. Voilà. C'est inclus par défaut. Okay. C'est inclus. C'est Decathlon qui l'intègre dans les offres de location. Alice, comment s'est passée cette co-construction? Parce qu'on comprend bien que pour un retailer, il est important qu'il y ait une co-construction de l'offre d'assurance. Là, on vient de parler du sport, mais de toute façon, ça peut s'appliquer à plein d'autres secteurs. Absolument. C'est quoi l'importance de cette co-construction? Comment on la met en place? Comment on a, avec Decathlon, par exemple, vous avez compris leurs besoins? Comment ça fonctionne? Donne-nous des clés pour comprendre ça, parce que je pense que les personnes qui nous écoutent sont intéressées de savoir comment on construit cette offre et on la déploie ensuite. Alors, je vais parler de façon générale parce qu'avec Decathlon, il y avait déjà des produits qui existaient, donc ça a été par le biais d'un appel d'offres et beaucoup d'échanges. Mais en fait, en général, quand on construit un produit d'assurance
qui n'existe pas ou qui est nouveau ou un retailer qui n'a pas d'assurance, il y a beaucoup d'échanges. Et souvent, je vois les commerciaux qui me disent envoie-moi une cotation, donne-moi un produit. Et à chaque fois, je lui dis non, je ne peux pas. C'est quoi exactement que veulent les retailers? Qu'est-ce qu'ils vendent? C'est quoi ses clients? C'est dans quel pays? C'est quoi les volumes de vente? C'est quoi les tranches tarifaires? Je ne peux pas faire un produit comme ça juste parce qu'on a besoin d'un produit. Donc, c'est cette co-construction, ça demande beaucoup d'échanges pour connaître exactement les attentes du retailer, les attentes de ses clients, la typologie du produit, les pays dans lesquels on se trouve, les réglementations locales. C'est parfois les montages contractuels, ça prend énormément de temps. On n'imagine pas, mais en fait, on a les produits, on sait très bien ce qu'on veut offrir, on a même la tarification, mais il faut faire le montage contractuel. Et on n'a pas les droits de vendre tout et n'importe quoi en fonction du montage, en fonction du statut. Donc, c'est beaucoup d'échanges, énormément d'échanges entre les retailers, l'assureur et les experts qui sont autour. Voire les courtiers gestionnaires, bien sûr, qui est souvent un des partenaires les plus importants dans les montages. C'est quelque chose qui est difficile à faire comprendre à un retailer qui est potentiellement intéressé par l'offre de produits. De dire, je ne peux pas te faire une cotation maintenant parce que pour pouvoir être juste, j'ai besoin d'avoir un travail d'analyse, presque d'audit d'un certain nombre d'informations pour, in fine, te proposer une cotation. Alors, c'est pas toujours simple. Il y en a certains, les plus gros, en fait, les plus exigeants, ils les comprennent tout de suite parce qu'ils sont eux-mêmes tellement exigeants qu'ils savent qu'ils veulent quelque chose sur mesure. Après, on a parfois des retailers un peu plus petits pour lesquels on peut se permettre de dire, de toute façon, comme il n'y a pas énormément de mutualisation, le mieux, c'est de joindre un programme déjà standard. Donc, on a conçu des programmes sur étagère, on appelle comme ça sur étagère ou standard, dans lesquels on sait qu'on va couvrir telle typologie des produits pour telle typologie des consommateurs. Et c'est des programmes qu'on va mutualiser avec plusieurs distributeurs. Mais là, par contre, on ne personnalise pas. On vient adhérer à un programme déjà existant. Voilà les conditions, on ne change pas. Mais quand c'est un retailer assez important, dans plusieurs pays, comme Decathlon, comme il y en a plein d'autres, et là, c'est beaucoup d'échanges pour co-construire et pour que les produits soient vraiment pertinents et adaptés à ces clientèles. Et tu peux nous donner une idée de délai pour arriver à... C'est quoi? On est sur 6, 12, 18, 24 mois. On n'est pas sur 3 mois. C'est quelque chose qui s'inscrit un peu dans la durée pour arriver à quelque chose. Quand il y a un retailer qui est mature et un assureur qui connaît aussi bien les milieux, allez, on peut dire qu'on va concevoir un 2-3 mois et un 2-3 mois lancé. Donc, on est déjà à peu près à 6 mois. Parce qu'il y a les temps des réflexions, les échanges, les montages juridiques. Et ça, c'est quelque chose qui est possible avec un acteur engagé déjà dans l'assurance comme Decathlon l'a été, une connaissance mutuelle entre vous, ou c'est un cas d'école, enfin, c'est quelque chose qu'on rencontre pas tous les jours. Ouais, si je peux me permettre, la construction d'un produit d'assurance, on a l'impression que c'est simple parce que il y a pas de produit physique. Donc, il n'y a pas de fabrication à faire en usine, il n'y a pas tout ça, il n'y a pas des délais d'acheminement, il n'y a pas des mises en place en rayon. Donc, on a l'impression que c'est simple. Sauf que la construction, comme l'a très bien dit Mirelis, c'est très long pour aller, si on veut être le plus fin possible et si on veut être le plus précis possible. Nous, on passe beaucoup de temps avec mon équipe à relire les conditions générales pour être le mieux disant pour le client, pour que les process après pour le collaborateur et le client soient le plus simple et le plus transparent possible. Il y a aussi la manière dont on distribue. C'est sûr que si on doit distribuer un produit online, ça ira beaucoup plus vite. Alors que si on doit distribuer un produit en magasin, il faut l'impression des flyers, il faut l'impression de la PLV, il faut la formation des collaborateurs. Donc tout ça, ça prend du temps. Donc moi, c'est ce que je dis aussi en interne quand on vient me voir, quand on me pose des questions. Guillaume, est-ce qu'on peut assurer ce produit-là? Je dis, on peut faire la cotation. Ah, mais j'en ai besoin pour dans 2 mois. Ah non, c'est pas possible. C'est comme si moi, je te demandais, est-ce que tu es capable de sortir un nouveau ballon de foot en 2 mois? C'est pas possible. Donc il faut. Je te confirme. Ouais, voilà. Il y a une échelle temps qui est importante à avoir en tête. C'est pas forcément que la co-conception. La co-conception, il y a la vérification, comme l'a très bien dit Mirelis. Vérification de la réglementation, la tarification, être sûr de ses données, bien valider le parcours client avec l'assureur et le distributeur. Donc ça prend un peu de temps. Ça prend un peu de temps. Est-ce que finalement le produit d'assurance vient servir le taux de conversion? Est-ce que c'est la question derrière? Est-ce que quelqu'un qui est en train de réfléchir à l'achat d'un vélo à 1 800 € peut se dire « Ouais, mais bon, ce vélo, quand même, à l'entretien, ou si j'ai une casse, ça va me coûter cher. Et finalement, est-ce qu'il va vraiment, j'ai vraiment besoin de celui-là? Celui d'à côté à 1 000 €, il va peut-être faire le job. »
est-ce que l'assurance, finalement, va venir le réassurer en se disant, tu vas me dire, c'est le rôle d'une assurance. Non, la réassurance en commerce, tout le monde sait ce que ça veut dire. Et déclencher l'achat parce qu'il est convaincu d'une chose, c'est que si un jour il y a une casse sur ce vélo haut de gamme, il y a, pour une raison ou une autre, pas parce qu'il est défaillant, mais parce que, je sais pas, il est tombé, il y a une chute en VTT de descente et il a abîmé son vélo. Il sait qu'il est assuré et qu'il va pouvoir être réparé. Est-ce que ça vient augmenter la conversion des ventes grâce à ça? J'ai envie de te faire une réponse simple, ça devrait. Et ce serait mon rêve, ce serait notre rêve que l'assurance devienne un service qui fasse... Ah mais oui, c'est vrai. Parce que si j'achète mon vélo chez Decathlon, je suis assuré par Decathlon, je vais faire réparer mon vélo chez Decathlon. Donc il y a toute une continuité aussi de service qui est opérée par le groupe. L'avantage aussi de nos assurances, c'est qu'on est complètement intégré dans les outils du groupe Decathlon, dans les parcours du groupe Decathlon. Pour faire simple, aujourd'hui, un client qui a un accident chez nous, qui a un sinistre chez nous, il n'avance pas d'argent. À aucun moment de son parcours, il n'avance de l'argent. Donc, on lui envoie directement un bon de prise en charge au niveau des ateliers. Il va faire réparer son vélo atelier. À aucun moment, il sort sa carte bleue pour payer. Donc, ça aussi, ça doit être un facteur de réassurance pour le client. Donc, c'est tout l'intérêt aussi de bien faire comprendre à nos collaborateurs que l'assurance, ça doit être un facteur déclencheur aussi d'achat. Ah, mais vous savez que si vous êtes assuré, si vous avez un problème, si vous, par exemple, vous devez changer votre fourche, je sais pas, je dis peut-être une bêtise, ça va coûter 200 €. Ah, mais si vous êtes assuré parce que votre fourche est cassée, ben vous n'avez pas à débourser ces 200 €. Et c'est tout pris en charge directement dans nos ateliers. Vous connaissez nos collaborateurs, vous les voyez à chaque fois que vous venez. Donc, vous pouvez avoir confiance dans notre réseau aussi derrière. En fait, je disais au démarrage, quand j'ai commencé à travailler dans les assurances, j'avais une question. J'arrivais chez les distributeurs et ils me disaient, je veux un produit d'assurance. Et la première chose que je demandais, c'était quel est l'objectif? Est-ce que l'objectif de ces produits d'assurance, c'est d'aller chercher une rémunération complémentaire? Ou est-ce que l'objectif, c'est de fidéliser vos clients? C'était mes questions de base. À l'époque, il y avait de tout. Là, aujourd'hui, c'est la fidélisation. La plupart des réponses, et de toute façon, parce que c'est aussi la loi, parce qu'on ne peut pas concevoir un produit d'assurance uniquement pour gagner de l'argent. C'est pas possible, en fait. Aujourd'hui, c'est sanctionné par la loi. Donc, on doit concevoir un produit d'assurance pour donner une valeur client. Et si on donne une valeur client, forcément, ça fidélise. Donc, plus les produits est fiable, simple, transparent et avec de la valeur client, plus ça va fidéliser. Donc, j'ai même conçu à une époque, avec un autre job par le passé, un produit dans lequel les distributeurs ne se rémunéraient pas. Parce qu'en fait, la rémunération du distributeur, elle était indirecte par la fidélisation des clients qui revenaient constamment en boutique. Oui, je comprends. Le concept, c'est le même que celui des stations-service dans les centres, dans les hypermarchés. Qui vendent à prix coûtant. Qui vendent à prix coûtant parce qu'ils font venir. Ils font venir. C'est un peu la même logique. Mirelis, Guillaume, merci beaucoup pour cet échange. J'ai l'impression qu'on a quand même fait plus que survoler le sujet de l'assurance produit. Est-ce que, avant de vous quitter, vous voulez ajouter un mot de la fin, Guillaume? Est-ce que tu as quelque chose à ajouter par rapport à l'échange qu'on vient d'avoir ou rappeler une évidence par rapport aux produits d'assurance chez Decathlon? C'est utile. C'est utile à la fois pour le client, c'est à la fois utile pour le collaborateur, c'est utile à la fois pour le groupe parce que ça permet de fidéliser les clients, comme l'a dit Mirelis. C'est vrai que c'est pour échanger, comme je l'ai dit précédemment, avec d'autres enseignes de l'AFM. Vous savez que ceux qui proposent et qui jouent les services créent une fidélisation avec leurs clients qui est énorme. C'est un driver de trafic énorme. Et donc, c'est une préférence à l'enseigne qui est énorme. Et tout l'enjeu, c'est comment on arrive à faire préférer nos enseignes par à la fois le produit, mais après à tous les services. Sinon, moi, le message vraiment que je voulais faire passer, c'est de dire que les assureurs ne sont pas des voleurs. On le sait déjà. Non, ouais, toi tu le sais, moi je le sais. Ceux qui travaillent dans les assurances le savent aussi, parce qu'on gagne pas tous les assureurs ne gagnent pas tous des milliards et des milliards d'euros, mais l'objectif c'est bien d'être au service de nos clients. Ils nous font confiance et on ne doit pas les décevoir. Bon, écoute, merci Guillaume pour ce mot de la fin. Mirelis, qu'est-ce que tu veux ajouter? Moi, je dirais juste la passion et la transparence. En fait, on ne fait pas ces métiers-là parce que c'est un métier qui est contraignant, qui est très réglementé. Et en fait, quand on les fait, il faut les faire avec passion.
Il faut les faire avec passion parce que rien qu'écrire les notices, c'est plusieurs pages. Donc, il faut savoir de quoi on parle, il faut les comprendre. Et il y a des gens qui sont passionnés par ça. Exactement. Mon équipe, en tout cas, il est très passionné et elle est très passionnée et engagée. Et c'est vraiment quelque chose qu'on fait tous les jours dans plusieurs pays avec plusieurs partenaires. Ce n'est pas simple, c'est complexe. Les discussions parfois sont tendues parce qu'on n'est pas toujours d'accord. Non, on ne s'appelle pas tous les jours en plus, c'est pas vrai. On n'est pas toujours d'accord, mais en fait, comme on est tous passionnés et on a les mêmes intérêts au final qui est de fidéliser les clients, on arrive toujours à trouver des compromis. Merci beaucoup pour ce partage. Merci beaucoup, chers auditeurs, pour la fidélité avec laquelle vous écoutez les Digital Doers. Merci pour les messages que vous m'envoyez. Si vous voulez contacter Mirelis et Guillaume, je pense que LinkedIn est le meilleur des moyens. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez toujours passer par moi. Je me ferai un plaisir de transférer les messages que vous leur destinez. N'hésitez pas à partager ce podcast. Il est disponible sur toutes les plateformes d'écoute et sur YouTube. Merci encore et à bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir Cyril, merci.